Avant de commencer, quelques petits rappels techniques. On vient de lancer l'enregistrement du webinaire, donc s'il y a une opposition à cet enregistrement, n'hésitez pas à vous exprimer. Si possible, lorsque vous n'intervenez pas, si vous pouviez couper vos micros, mais j'ai l'impression que cette consigne habituelle est bien respectée pour l'instant. Et n'hésitez pas tout le long à poser des questions dans le chat auxquelles on essaiera de répondre à la fin des séances de présentation. On a effectivement prévu des temps de questions et réponses. Bien. Il est 14h05. Je propose, sous le contrôle de la MAPES, qu'on commence, si ça vous va. Tout d'abord, bienvenue. On est ravis de pouvoir organiser ce webinaire, donc co-organisé entre l'Adréal et la MAPES, pour parler bilan d'émissions de gaz à effet de serre des établissements sanitaires et médico-sociaux pour la région des Pays de la Loire. Alors, peut-être pour commencer, quelques mots sur ce qu'est l'Adréal, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais commencer par me présenter. Donc, Marion Richard. Je suis responsable de la mission énergie et changement climatique. J'ai juste un message qui dit que ma connexion a été perdue, mais je continue à vous voir. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? On vous entend bien, Marion. Très bien. J'ai eu un gros message, votre connexion est coupée, mais je voyais tout le monde, donc tout va bien. Marion Richard, je suis responsable de la mission énergie et changement climatique, dans laquelle travaillent Anita Robin-Truffet et Alma Perroni, qui vous feront la suite de la présentation et qui ont préparé le webinaire. L'ADREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est le service de l'État en région qui est chargé d'accélérer les transitions écologiques et énergétiques. On travaille sous la tutelle des ministères en charge de l'environnement, de l'écologie, de l'énergie, des transports, du logement et de la mer. Donc, suivant les recompositions gouvernementales, ça peut être un ou plusieurs ministres. Et on travaille sous l'autorité à la fois du préfet de région et des préfets de département. On voulait vous parler aujourd'hui de bilan d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec un des enjeux principaux, selon nous, de la transition écologique, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'on cherche à limiter au maximum le changement climatique et respecter par ailleurs les engagements de la France pour limiter ce changement climatique, rester en dessous des 2 degrés de réchauffement planétaire. Et pour ce faire, on doit réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici un graphe qui représente nos évolutions d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à aujourd'hui, le premier trait noir, et la suite, le trait qui descend très fortement, correspond à la baisse qu'on devrait avoir pour atteindre la neutralité carbone en 2050, qui est notre objectif. Donc là, je parle des émissions de gaz à effet de serre sur le sol français, des émissions qu'on appelle territoriales, mais notre enjeu est aussi de baisser notre empreinte carbone, sachant qu'une partie de notre empreinte carbone, que ce soit en tant que citoyen, mais aussi pour les activités des Pays de la Loire, finalement correspond à des émissions qui sont faites en dehors de la région ou en dehors de la France. C'est ce que vous pouvez voir dans ce graphique. Je ne vais pas prendre le temps de le détailler, mais en gros, ce que vous voyez en orange correspond aux émissions directes sur le territoire, et ce que vous voyez en gris correspond aux importations d'émissions dans notre empreinte carbone. Vous voyez que c'est quand même important. Donc on a besoin de travailler sur les 2 pans, à la fois nos émissions territoriales et notre empreinte carbone. Et c'est justement l'objectif des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, on y reviendra tout à l'heure, que de travailler sur ces 2 leviers. Troisième axe, s'adapter au changement climatique. En tant qu'établissement médico-sociaux, vous êtes particulièrement concernés et vous êtes sans doute déjà posé la question, notamment pour les épisodes de forte chaleur en été. C'est aussi un des grands objectifs et un des piliers de l'action de la France par rapport au changement climatique. Pourquoi une action spécifique relative aux établissements médico-sociaux et de santé? Tout d'abord, grâce à la collaboration qu'on a avec la MAPES, qui nous permet de tenir ensemble ce webinaire aujourd'hui, mais aussi parce qu'on se rend compte dans nos actions de contrôle, finalement, assez peu d'établissements, alors qu'ils sont déjà bien engagés, vous êtes déjà en général bien engagés dans des démarches RSE, ont finalement
été jusqu'au bout des obligations réglementaires vis-à-vis du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'abord le réaliser, première étape, et puis le transmettre officiellement sur la plateforme des bilans. Mais pas d'inquiétude, on vous expliquera tout ça en détail dans la suite du webinaire. On est environ à 30% aujourd'hui des établissements qui sont conformes aux obligations réglementaires. Donc, deux grands temps dans ce webinaire, un rappel de qu'est-ce que c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, à la fois les obligations réglementaires, mais surtout à quoi ça peut servir concrètement pour chacun des établissements. Et un deuxième temps qu'on espère riche d'échanges, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a construit, de présentation du dispositif d'accompagnement de la MAPES, qui vous permettra de voir comment vous pouvez être accompagné pour la réalisation de ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, alors sauf s'il y a des questions, je vous propose qu'on enchaîne directement sur cette première partie de présentation. N'hésitez pas s'il y a des questions. Très bien, je passe la parole à Albin Perroni, qui va pouvoir... Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Albin Perroni, effectivement, donc moi je travaille également comme Marion à l'ADREAL, la mission énergie et changement climatique, et donc moi je suis chargé de mission sur la partie bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc une première partie, voilà quelques notions sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'un bilan déjà? Un bilan, effectivement, il faut le voir comme un diagnostic, on va dire climat, qui permet d'évaluer en fait le volume d'émissions d'une structure sur une année donnée. Après, ce bilan quantitatif, c'est une chose, mais c'est pas que ça, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi un plan de transition. Alors, un plan de transition, donc, qui doit être un plan d'action en fait, qui permet de définir les objectifs à atteindre de votre côté, et aussi de mettre en place des moyens pour atteindre les objectifs à travers voilà, les différentes actions que vous allez pouvoir inclure dans ce plan de transition. Il faut savoir que le bilan, il est obligatoire pour certaines structures. C'est une obligation qui existe depuis un certain nombre de temps quand même, depuis 2010, depuis la loi Grenelle 2. Donc sur cet autre slide, vous avez une frise chronologique en fait de la réglementation, et vous pouvez tout à fait voir que la réglementation en fait s'est renforcée au fil des années, et elle est de plus en plus fréquente en termes de modifications. Donc en gros, on peut noter comme évolution principale notamment le renforcement des sanctions, qui était au début de 1 500 €, qui passe éventuellement à 100 000 € en cas de récidive pour des personnes qui sont obligées et qui n'ont pas réalisé leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça commence à être des amendes assez significatives. Et puis le périmètre aussi du bilan s'élargit. Donc on a parlé tout à l'heure des émissions directes. Les émissions indirectes, ça devient une obligation pour celles qui sont significatives. Au-delà de ça, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre aussi conditionne potentiellement l'attribution d'aides. Donc c'est à avoir en tête, c'est notamment introduit par la loi Industrie verte de 2023. Donc pour les structures obligées, on a plusieurs types de structures. Les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés. Donc celles-ci doivent réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre tous les 4 ans. Pour les personnes morales de droit public, donc les collectivités, c'est pour celles qui ont plus de 50 000 habitants. Pour les établissements publics, ce sont tous les établissements publics de plus de 250 agents. Et pour la partie service de l'État, il n'y a pas de seuil. Tous les services doivent le réaliser. Et dans ce cadre-là, les BGS doivent être réalisés tous les 3 ans. Donc non seulement il faut réaliser le BGS, il faut aussi le déposer sur une plateforme pour vraiment remplir toutes les obligations réglementaires. Donc vous avez le lien qui est indiqué sur cette diapositive. Donc je ne vais pas revenir sur le montant des amendes, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc le BGS a plusieurs intérêts. Il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le point de départ en fait pour mener et mettre en place une stratégie climat, on va dire. Et il faut savoir qu'au-delà, voilà, pour remplir l'objectif réglementaire, on va dire, au-delà, pour la structure, ça peut apporter différents atouts, on va dire. Et les différentes structures peuvent y trouver différents intérêts. Donc, effectivement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, mais aussi voilà, mener une réflexion un peu plus globale, même sur sa structure,
voilà, en interne pour réduire l'empreinte carbone, pour s'engager encore un peu plus dans la partie RSE, et puis voilà, de travailler sur la partie exemplarité de la structure. Donc, comme je vous ai dit, anciennement était obligatoire au niveau du BGS les émissions directes, donc la partie rouge sur cette diapositive, et la partie verte, donc tout ce qui est émissions indirectes liées à l'énergie. Et depuis 2023, le BGS doit inclure les émissions indirectes significatives, donc notamment celles qui peuvent être en lien avec le transport, avec tout ce qui est achat ou alors de produits vendus pour les entités qui vendent des produits notamment. Il faut savoir que cette partie émissions indirectes, comme l'a montré Marion tout à l'heure, c'est une part significative d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Un petit mot sur nos actions qu'on mène à l'Adréal. Donc nous, si vous voulez, on est voilà, un service de l'État qui s'assure que la réglementation sur la partie BGS est bien respectée. Alors, on a une action proportionnée, on va dire, et progressive. On a d'abord une fonction en fait, d'information et de sensibilisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente aujourd'hui en webinaire le sujet des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. On peut à même de vous envoyer différents courriers sur le sujet. On pense notamment au courrier de relance qu'on avait fait en fin 2023 pour les personnes qui étaient obligées. Enfin voilà, il y a différents éléments qu'on est à même de faire. On est à même d'accompagner aussi les différentes structures, notamment pour essayer de travailler sur un échéancier de conformité pour les entités qui ne seraient pas encore conformes. Et puis, bon, bah, après, on a un rôle un peu plus de contrôle, où là, effectivement, on va revérifier si l'ensemble des engagements sont bien respectés et le BGS déposé sur la plateforme remplissant les différents critères de réglementation. Et si besoin, on est habilité à pouvoir sanctionner s'il y a des manquements. Donc, comment faire en pratique? Tout d'abord, pour toutes les personnes qui sont obligées, on vous invite à prendre contact avec nous sur l'adresse qui est indiquée ici. Voilà, pour nous informer de l'avancée de votre démarche, c'est important pour nous. Alors des fois, voilà, si vous n'êtes pas conforme, c'est mieux qu'on en échange avant, plutôt qu'on constate par nous-mêmes par la suite, voilà, certains points. Donc, pour réaliser votre BGS, il y a différentes choses. Donc, il y a à la fois le besoin de respecter la réglementation. Il y a une méthodologie bien réglementaire à respecter pour réaliser le BGS. Donc là, vous avez sur le diaporama qu'on va vous envoyer, il y a le lien qui vous permet d'aller consulter la méthodo. Il y a aussi un guide qui est à respecter pour réaliser le plan de transition. Et une fois que le BGS est réalisé, il est déposé sur une plateforme, la plateforme réglementaire. On vous a indiqué le lien ici et on a indiqué tout à l'heure. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer voilà, un dispositif qui va vous permettre aussi de vous accompagner dans votre démarche de réalisation du BGS, donc notamment le dispositif de soutien de la MAPES. Donc, je vais laisser la main à Monsieur Bizien. Alors peut-être, oui, on va peut-être laisser un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions sur cette partie-là. Merci pour cette présentation. Je vais juste m'assurer que vous le voyez bien en plein écran. Oui. C'est bon pour vous? OK, très bien. Merci pour cette invitation à ce webinaire. Présentation succincte de la MAPES. La plupart des participants, j'ai l'impression, connaissent la structure. Je rappelle qu'on travaille sur les 5 départements des Pays de la Loire, sur tous les statuts juridiques confondus, à l'amélioration de la performance pour un fonctionnement plus responsable et aussi plus efficient et plus attractif, aussi bien les établissements sanitaires et médico-sociaux. Notre gestion en termes de gouvernance, on est financé par l'ARS et copiloté avec les fédérations de vos secteurs. Et on agit en position de tiers vis-à-vis des autorités et des gestionnaires. On a aujourd'hui dans notre offre d'accompagnement
4 types d'accompagnement possibles, d'offres. L'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif, c'est celui dont je vais vous parler tout de suite, des événements thématiques et des ressources opérationnelles qui sont des ressources intéressantes pour en apprendre plus sur ce qu'est la décarbonation, le changement climatique par exemple, et ce genre d'approche. On est placé en 4 compartiments, 4 domaines d'expertise que nous vous apportons. Je resterai en haut à droite sur la transformation écologique et énergétique, celle qui m'incombe en tant que chargé de projet de transformation écologique, mais on travaille aussi sur la partie finance et pilotage, transformation de l'offre et des organisations, et aussi sur le côté immobilier, sachant qu'il y a des forts liens qui sont faits sur ces 4 composantes dès lors qu'on va parler de la décarbonation. Le dispositif en lui-même, le dispositif décarbonation, déjà décarboner, la sémantique, c'est réduire ses émissions de carbone relatives à une activité, donc à nos établissements sanitaires médico-sociaux. C'est un dispositif qui est monté, porté par la MAPES et animé avec un cabinet qui est Nepsen Transition. L'objectif, c'est la montée en compétence de 2 personnes. C'est important à retenir qu'il y a besoin d'un binôme à la fois stratégique et opérationnel. Pourquoi? Parce que le côté opérationnel, on va aller sur la production technique d'un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre. Il faut être à l'aise avec l'outil Excel. Et au-delà, on a besoin, une fois que le bilan carbone est établi, d'avoir des positions stratégiques de la part de la direction de l'établissement sur quelles sont les actions de réduction que l'établissement va mener à court terme, moyen terme, long terme, afin de s'aligner sur la stratégie nationale bas carbone. Les opportunités, il y a non seulement le fait d'internaliser avec le développement d'une expertise en interne, une sorte de garde-fou par rapport à un prestataire qui pourrait venir faire le bilan carbone de votre structure. On ancre la structure comme une démarche vertueuse de RSE. Ben là, on rajoute une coloration décarbonation avec une approche ambitieuse de la structure. Se mettre à jour des obligations réglementaires, on vient de l'évoquer. Et puis, ce qui est important sur ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas de reste à charge pour l'établissement, si ce n'est du temps à y passer. Alors concrètement, le dispositif, c'est quoi? C'est 10 à 12 mois pour définir le périmètre d'étude. C'est ce que vous allez lire à gauche de votre écran. Établir son bilan carbone et développer la stratégie de décarbonation. Donc, il y a tout d'abord 2 jours de formation où on insiste vraiment sur cette clé de réussite de la présence du binôme stratégique et opérationnel. C'est un projet à part entière, donc ça se mène comme une gestion de projet en 10 à 12 mois. Les étapes suivantes sur le milieu de l'écran, c'est un accompagnement collectif avec le prestataire et 10 structures dans la promotion qui vont progressivement collecter les données pour établir le bilan carbone. On arrive sur la 3e marge, vous détenez votre bilan carbone. Il faut encore réussir à chiffrer donc les actions qui vont permettre de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, et ça, c'est fait aussi avec l'aide du prestataire. Mais on ne va pas sur l'encadré rouge qui est à droite de votre écran, on ne va pas sur la mise en œuvre de ces actions et de la mesure de leur réduction de gaz à effet de serre. Pour réussir à mener ce dispositif, au-delà des 2 jours de formation et des 5 jours d'atelier collectif, vous avez comme un droit de tirage envers le prestataire pour avoir un appui individuel personnalisé en fonction de qui et votre structure. Donc, la clé de la réussite, je le rappelle, un binôme stratégique, direction et opérationnel. Aimer gérer un projet et aimer manipuler Excel et de la donnée. Vous avez l'exemple type de la promotion 2024 qui s'achève là la semaine prochaine sur le tempo qui est donné, sachant que ce temps qui est donné à la construction du bilan carbone, avec la phase d'analyse du périmètre en journée 3, la phase de traitement des données entre J3 et J4, avec la production du bilan carbone, on arrive en septembre avec l'analyse de quelles sont vos émissions, parce que par rapport à qui vous êtes, et les témoignages le montreront tout à l'heure, vos plans d'action ne seront pas les mêmes entre vos différentes structures. En novembre, vous détenez votre bilan carbone, vous détenez votre plan de transition co-construit avec les membres de votre structure et vous avez déposé le bilan carbone sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure. Et en décembre, on évalue le dispositif. Pourquoi on évalue ce dispositif? Pour voir s'il a non seulement répondu à vos attentes, mais aussi en vue de s'améliorer pour la promotion qui arrive juste après. Donc, à l'issue du dispositif, vous avez votre bilan carbone, vous avez votre plan de transition. Ces plans de transition,
Vous allez dire encore un énième plan d'action? Oui, c'est vrai. Il va falloir intégrer cet énième plan d'action avec l'objectif de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une aide méthodologique sur la construction de ces fiches actions. Réaliser son bilan carbone, c'est bien, communiquer dessus, c'est, je pense, encore mieux. On a vu sur les facteurs d'attractivité que pouvait représenter le fait de réaliser un bilan carbone. Et puis, un bilan carbone, c'est intéressant, mais ça va être son suivi dans le temps qui va être important pour voir justement si vous êtes aligné sur cette courbe descendante dont Marion parlait tout à l'heure pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone d'ici horizon 2030, 2040 et 2050. La méthodologie, elle est véritablement structurante pour votre établissement et pour réaliser la mise en œuvre de votre plan de transition. Et puis, au-delà de cet accompagnement dont vous bénéficiez pour produire ces plans de transition et ce bilan carbone, vous intégrez un réseau de structures qui ont déjà bénéficié du dispositif et avec qui vous allez pouvoir rester en relation pour avancer sur ces sujets. Donc, vous avez toutes les clés en main à l'issue du dispositif pour à la fois chiffrer votre plan de transition en temps, homme et financier, puisque l'impact des actions que vous allez devoir mener, elle se chiffre très concrètement sur du temps à y passer et aussi un impact budgétaire. On ne peut pas ne pas se dire que ces actions vont être à 0 €. Il y aura des leviers financiers, il y a des leviers aussi de temps homme, mais pour ces leviers financiers, il faudra nécessairement aller chercher sur la partie programme d'investissement pluriannuel, ce genre de choses. En tout cas, il faudra les budgéter. La gouvernance est stratégique à mettre en place tout au long du parcours. Et puis, la notion de réalisation, je vais sur la bas de la page, la réalisation de vos prochains bilans carbone, c'est intéressant de se projeter, une fois que vous avez fait ce dispositif, à quel est le moment à partir duquel vous allez reconduire ce dispositif, en tout cas, à quel moment vous allez réitérer, peut-être réglementairement ou en deçà du besoin réglementaire de faire votre bilan carbone. Alors, cette communauté, elle est importante aujourd'hui. Il y a déjà 18 structures qui sont bénéficiaires, dont 3 d'entre elles vont témoigner tout de suite après. Vous pouvez retrouver des structures qui sont assez proches, vraisemblablement, des vôtres. Il y a majoritairement des obligés, donc des plus de 250 salariés ou des plus de 500 salariés. Il y a des plus petites structures, mais je pense que là, vous avez une représentation de vos typologies d'établissements. On a une synthèse chiffrée de ce dispositif. Sur la partie gauche, la promotion 2023, sur la partie droite, la promotion 2024. On a 38 professionnels qui ont été formés, 16 bilans carbone qui ont été déposés. Donc, par rapport aux chiffres qu'avançait tout à l'heure Marion, on voit que progressivement, grâce au dispositif, nombre des établissements répondent à l'obligation réglementaire et vont bien au-delà. C'est ce que symbolisent les écrans rouges et verts. En rouge, vous avez le poids carbone de la somme des 7 bilans carbone réalisés en 2023, 21 000 tonnes équivalent CO2, et le moins 50%, moins 55%, c'est le cap que se sont donnés ces 7 structures de réduire de 5 176 tonnes équivalent CO2 leurs émissions d'ici 2050. Sur la partie droite, on avait des structures de taille plus importante. On avait 2 centres hospitaliers, le CH de Cholet, CH de Laval. On a un tonnage équivalent CO2 de l'ordre de 84 000 tonnes équivalent CO2 pour 9 structures. Et on a d'ici là, la semaine prochaine, on aura l'évaluation des émissions évitées par ces établissements, en tout cas leurs objectifs de réduction d'ici 2050. Le chiffrage est encore en cours. Ça donne quoi? Un alignement sur une stratégie nationale bas carbone. Là, vous avez à l'écran les 7 établissements de la promotion 2023. La ligne verte qui descend de la gauche de votre écran vers 2050 à droite, c'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. On voit que les établissements de la promotion 2023, ici anonymisés, pour certains, ont pris des engagements à hauteur de la stratégie nationale bas carbone. Quand on dit qu'ils ont pris des engagements, c'est sur un modèle initialement théorique. Ensuite, il faut bien valoriser le temps homme qui est à consacrer, l'impact sur les organisations et l'impact budgétaire également pour réussir à atteindre ces objectifs. À l'issue du dispositif, sachez que vous intégrez une communauté sur la décarbonation. Vous pourrez faire un point d'avancement régulier de votre plan de transition. On a créé le 6 novembre dernier la première rencontre interpromotion 2023 et 2024 pour que vous soyez en mesure de continuer à bénéficier d'un appui à la fois méthodologique, mais surtout de partage pour réussir à mettre en œuvre votre plan de transition. À présent, on va avoir la chance de bénéficier des retours d'expérience de 3 structures.
en l'occurrence Emmanuel Guivarch, à qui je vais laisser la parole avec Sylvain Sylvain Maillard et Juliette Kling. En termes de présentation, Emmanuel a suivi la promotion 2024. Il est directeur adjoint au centre hospitalier de Cholet. Sylvain Maillard est responsable aujourd'hui du département patrimoine, achat et marché à l'UGCAM Bretagne Pays de la Loire. L'an passé, il travaillait comme directeur technique à la clinique Jules Verne, donc il apportera le témoignage par rapport à ses travaux de la promotion 2023. Et Juliette Kling, qui est chargée de projet développement durable à l'ACEP 49 et qui a bénéficié du dispositif l'an passé pour le compte de l'établissement de santé Baugeois-Vallée. Je vous laisse présenter, Emmanuel, votre structure en 1 minute et puis après, chacun a 1 minute de présentation de vos structures et puis on enchaînera ensuite sur les questions. C'est à vous, Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Laurent et puis merci à ceux qui ont organisé cette visio. Je reconnais des personnes qui se sont connectées, donc n'hésitez pas pour ceux que je connais à me solliciter après cette visio si vous avez besoin. Je vais être très rapide. Centre hospitalier de Cholet, c'est un établissement de taille, on appelle un hôpital général de taille moyenne, donc un établissement qui a des activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de la psychiatrie, des EHPAD, du SSR. Voilà, un établissement de premier recours pour pas mal de spécialités en Pays de la Loire et du côté du sud du Maine-et-Loire. Un peu plus de 200 millions d'euros de budget et puis à peu près un peu plus de 2300 salariés. Donc, l'idée, c'est que c'est un établissement qui participe à la dégradation de l'environnement par ses activités, il faut se dire ce qu'il est, avec une politique de prise en compte de ces enjeux qui est encore assez récente, avec un comité dédié qui n'existe que depuis 3 ans. Et encore, il faut être très honnête, encore peu d'ambition, très clairement affichée dans notre stratégie, dans notre gouvernance pour répondre aux enjeux de la dégradation de l'environnement que nous causons. Voilà. Merci Emmanuel. On va enchaîner sur la présentation donc, de Sylvain et de la clinique Jules Verne, s'il te plaît. Alors, je vais vous parler de la clinique Jules Verne, donc je n'y travaille plus aujourd'hui, mais c'est sur cet établissement que j'ai pu intervenir pour faire établir le bilan carbone en 2023 sur les données 2022. Donc la clinique Jules Verne, c'est un établissement nantais, donc situé en zone urbaine, hein, vraiment en ville de Nantes. L'activité, c'est du MCO, une grosse maternité d'intégrer et la particularité peut-être c'est alors déjà d'être un établissement mixte ESPIC et SAS, donc on est à la fois avec des professionnels salariés et des professionnels libéraux, environ 1500 professionnels qui gravitent sur le site et une particularité c'est un flux et une activité très importante de chirurgie. Donc on a environ 85% d'interventions en ambulatoire. Donc ça représente 200-250 interventions chirurgicales par jour et plus de 2000 consultations médicales par jour. Donc beaucoup de flux. J'en parle parce que c'est important sur le volet carbone et la façon d'émettre ou pas des gaz à effet de serre. Super, voilà. Merci Sylvain. Et à présent, Juliette, pour l'établissement de santé Baugeois-Vallée. Bonjour, donc Juliette Kling, je suis chargée de projet développement durable en poste partagé à l'ACEP 49, qui est une association qui regroupe 22 établissements. Et j'interviens pour le compte de l'établissement de santé Baugeois-Vallée, qui est un établissement public de 558 lits, dont une soixantaine de lits médecine SMR, donc on est quand même et le reste ce sont des lits EHPAD, UPAD, UPHA, PASA et SIAD, donc on est quand même sur une dominante médico-sociale. L'établissement est réparti sur 4 sites avec une surface totale de 24 000 m². On est sur à peu près un budget d'investissement annuel de 915 000 € et il y a 500 salariés. Il y a une instance développement durable qui se réunit, un comité développement durable RSO qui se réunit à peu près 2 ou 3 fois par an et qui suit les actions décarbonation. Et j'ai du coup accompagné cet établissement dans le dispositif décarbonation en 2023 pour les données 2022. Voilà. Merci pour cette présentation de vos 3 structures. On va commencer la séquence interview. Donc, on a imaginé des questions que vous pouviez poser aux établissements. Donc, on va commencer par une série de questions. Il y en a 8. On verra si on a le temps de toutes les dérouler ou pas.
Quel est l'intérêt, selon vous, de dépasser la production du BGS réglementaire et d'aller au-delà, en l'occurrence vers le bilan carbone? Réponse d'Emmanuel et puis Sylvain. Très rapidement, le BGS réglementaire, il est déjà plus complet que ce qu'il a été par le passé, comme M. Perroni l'a rappelé. Mais l'intérêt d'un bilan carbone, comme nous l'avons fait cette année, c'était d'aller vraiment dans le détail de tous les postes d'émission qu'on n'a pas forcément en tête quand on commence le bilan réglementaire. On imagine qu'on va parler de chauffage, d'électricité, de carburant. Mais en fait, quand on va dans le détail de ce qu'on achète, de ce qu'on sous-traite, etc., et c'est ce qu'on fait pour la préparation du bilan carbone, finalement, on lève un peu les pierres, on regarde ce qu'il y a dessous de tout ce qu'on fait à l'hôpital ou dans un établissement de santé. Et c'est très intéressant. Déjà, c'est nécessaire d'en prendre conscience parce que ça permet tout de suite de mettre en place des actions. Et c'est très intéressant d'aller un peu plus loin que le simple élément réglementaire. Voilà pour résumer pourquoi le bilan carbone me semblait être le bon outil pour ce qu'on fait. Merci. Sylvain, n'hésite pas à compléter à chaque fois. Oui. Alors moi, pour compléter, je dirais que effectivement, le BGS réglementaire, il permet de se mettre en conformité, mais pour moi, c'est pas un bon outil d'amélioration derrière, dans le sens où il ne nous permet pas forcément de comprendre comment tout a été calculé, quels sont les indicateurs. Et ça, c'est vraiment important de comprendre les indicateurs qui sont utilisés pour effectuer un bilan carbone, pour ensuite pouvoir travailler sur des plans d'action, déjà de pouvoir affiner notre connaissance de ce qu'on produit comme carbone, puisque les indicateurs, bien souvent, quand on fait faire le BGS réglementaire, on en parlera sans doute après, mais on va souvent utiliser des indicateurs en kilo-euros. C'est très bien, mais ça ne nous permet pas forcément de bien comprendre en quoi notre activité produit du carbone et surtout en quoi nos actions vont être capables de réduire notre production de carbone. Donc c'est vraiment la différence entre le BGS réglementaire et une démarche comme celle-ci. Ça va être de comprendre comment il est calculé pour pouvoir optimiser aussi bien les ressources qu'il faut pour réaliser un bilan carbone, parce que ça demande des ressources, mais aussi être capable de suivre l'efficacité des actions qu'on va mettre en place ensuite. Merci, très clair. Sans ce dispositif, comment votre structure aurait procédé, à la fois pour se mettre en conformité et d'autre part pour développer une stratégie de décarbonation? Très rapidement, on aurait eu recours à une entreprise privée qui l'aurait fait à notre place, qui nous aurait demandé des données qu'on aurait fournies, on les aurait laissé faire le travail en payant 10, 20 et 30 000 euros. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que en gros, on paye un bureau d'études et puis il nous fait notre bilan et ensuite il le dépose sur la plateforme et on est réglementaire. Donc c'est relativement simple, ça coûte un peu d'argent. Il faut les fournir en données, donc les données qu'on n'arrive pas à leur fournir parce qu'il y a une grande partie des données, souvent on est incapable de leur fournir parce que eux veulent travailler vite. Et on n'a pas forcément le temps à consacrer comme il faudrait, et on n'a pas ces données, surtout c'est pas des données qu'on collecte habituellement, et donc on a tendance à ne pas leur donner toutes les données. Donc eux ils vont essayer de déduire, ils vont essayer de partir sur des données types, et ça nous donne quelque chose qui va pas être personnalisé bien souvent, pas autant que ce qu'on voudrait l'être, et ça permet difficilement de développer une stratégie personnalisée, puisque eux vont sortir de ce bilan carbone des grandes idées d'action, qui vont souvent reproduire d'une structure à l'autre, mais qui vont pas du tout être personnalisées à notre établissement. Et comme je le disais en présentation, chaque établissement, Jules Verne, c'est beaucoup d'ambulatoires, donc on va pas du tout avoir les mêmes impacts carbone, on va avoir moins d'alimentation, plus de DM et de médicaments, etc. Et ça, c'est des choses qu'ils vont pas forcément, eux, sentir parce qu'ils ne connaissent pas l'établissement, parce qu'ils ne font pas partie de l'établissement. Et puis, comme tout bureau d'études, ils travaillent relativement vite. Donc pour moi, ce côté-là, le côté de comprendre les mécanismes et interactions pour définir la stratégie, c'est pas externalisable à 100%. On peut se faire accompagner, mais il faut quand même monter en compétences en interne. Je pense que ça fera le lien avec une interrogation tout à l'heure, en effet, que tu commences à amener.
Peux-tu nous parler peut-être de la spécificité? Vous êtes plusieurs dans l'assemblée, peut-être dans cette configuration où vous êtes rattaché à un groupe ou à une structure organisme gestionnaire qui elle-même a lancé une démarche de décarbonation, quand là, Sylvain, lui, a choisi également de s'inscrire dans le dispositif de la MAPES. Est-ce que tu peux nous expliquer, compléter peut-être juste le propos que tu viens de tenir à l'instant en l'étayant, s'il te plaît? Ouais, alors la clinique Jules Verne, on a d'abord réalisé un BGS plus Scope 3 en 2022 sur les données de 2021 pour se mettre en conformité. Donc on l'a fait faire par un bureau d'études, hein, il a été déposé sur la plateforme et ensuite il repose depuis ce temps-là dans le fond d'une armoire comme beaucoup de diagnostics ou audits. Mais on n'était pas très satisfait parce qu'on n'arrivait pas à en sortir nous quelque chose. Donc là, c'est là qu'est arrivée la proposition de la MAPES de lancer la première session de ce dispositif. Donc, on s'est inscrit dedans, Clinique Jules Verne. Et en parallèle, un peu le hasard, donc le groupe Vive, auquel appartient et rattaché le groupe HGO, dont fait partie la Clinique Jules Verne, a lancé aussi une démarche au niveau national de lancer, en fait, ils ont pris un accompagnement également avec un bureau d'études, pas exactement comme pour la démarche MAPES, pour former des gens en interne et comprendre en interne comment réaliser son bilan carbone et définir une stratégie et des actions, mais plutôt de donner un outil logiciel qui permette finalement de collecter les données plus facilement. Donc chacun collecte les données dans une plateforme de ce bureau d'études et ensuite c'est ce logiciel qui calcule tout seul le bilan carbone et des idées d'action. La grande différence, c'est que du coup on ne s'approprie pas déjà les données, on fournit des données sans forcément comprendre la finalité de ce qu'on nous demande. Et ensuite, c'est ce logiciel qui est une boîte noire hein, qui va mouliner tout ça. Et finalement, tout ce qu'on va faire dans l'accompagnement MAPES avec ce fameux tableau Excel qui peut faire peur un peu à certains au départ, mais en fait qui se manie très bien, en fait, tout est dans la boîte noire et finalement, ça ne nous permet pas de comprendre les choses. Alors déjà, ça ne permet pas d'identifier certaines erreurs. Hein. Les établissements du groupe HGO, moi, le fait d'être accompagné par la MAPES, ça m'a permis de détecter des erreurs qui étaient faites dans le cadre de cette haute démarche de bilan carbone, parce que finalement, ni l'établissement, ni le bureau d'études ne voyaient des incohérences. Moi, ayant l'apport de la MAPES et de Nepsen, ça a permis d'aller un peu plus loin dans leurs détails et finalement de révéler des erreurs qui étaient majeures et qui faussaient vraiment les bilans carbone. Donc, ça montre bien que le fait de connaître est vraiment important. Et puis surtout, les autres établissements du groupe n'ont pas été en mesure derrière de définir une stratégie personnalisée. Ils sont restés sur des grandes idées d'action. Et ces grandes idées d'action, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas tellement besoin d'un bureau d'études pour les avoir. On sait tous que le gaz, ça produit du gaz à effet de serre. On sait tous que nos déchets, il faudrait les diminuer. Enfin, c'est pas que ça, en fait. C'est d'aller beaucoup plus loin et de comprendre les détails, de savoir comment on va pouvoir mettre en place des choses durables, des actions durables et réalisables réellement. Et puis également de pouvoir les chiffrer, ce que ne permettait pas le bilan fait avec la démarche du groupe Vive. Ça a permis en fait une très bonne comptabilité à l'échelle du groupe, chose qui n'aurait sans doute pas été possible avec la démarche MAPES-Nepsen, parce que ça demande un tel travail quand même en interne que ça aurait été compliqué à l'échelle de centaines d'établissements. Donc là, la démarche qui a été entreprise par le groupe Vive a atteint son but d'avoir une comptabilité carbone à l'échelle du groupe. En revanche, ça ne remplit pas le même objectif, ça ne permet pas pour moi d'aller vers une stratégie de décarbonation et vers des plans d'action vraiment efficaces et pérennes dans le temps. Merci. Sur ce dernier point, on peut voir en effet l'identification, on va le voir avec tout de suite avec l'établissement de santé Beaujois-Vallée, l'importance d'avoir son propre bilan carbone parce qu'on ne peut pas dupliquer, répliquer un plan d'action sorti comme on peut le dire, d'un bureau d'études ou en tout cas des plans d'action génériques. Ça n'existe pas, il faut bien connaître sa structure pour avoir son plan d'action dédié. Je te laisse la parole, Juliette, pour expliquer en quoi la structure de ton bilan carbone de l'établissement de santé Beaujois-Vallée diffère justement de celui du SAGE de Cholet ou de la clinique Jules Verne. Alors, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, l'établissement de santé Beaujois-Vallée a une dominante EHPAD, enfin médico-sociale dans ses activités, alors que la clinique Jules Verne ou le SAGE de Cholet ont une dominante sanitaire, donc avec une offre de soins plus large. Ce qui fait que nous, on a eu, ce qui est ressorti dans nos résultats, c'était vraiment plus l'alimentation, l'énergie et les déplacements.
Les soins, c'était vraiment en fait assez minime parce que tout simplement, on n'a pas une très grosse activité de soins, comme je l'ai dit. Donc vraiment, nos actions ont vraiment été sur ce que je vous ai dit, l'alimentation en premier lieu. C'était vraiment assez flagrant. L'énergie et aussi les déplacements parce qu'on est dans une zone rurale. On est un établissement multisite et on est dans une zone rurale avec très peu de transports en commun. Donc en fait, la majorité de nos professionnels viennent travailler avec leur véhicule, tout seuls dans leur véhicule. Donc ça a représenté les déplacements les déplacements domicile-travail, plus de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2022. Donc on voit bien qu'en fait, ça ne va pas du tout être les mêmes actions qui vont être décidées que dans un établissement où sanitaire où ça serait plus des actions en lien avec le soin. Très clair, merci. Je pense que c'est éclairant pour les structures en présence. Je vois qu'il est 15h moins le quart. Peut-être en quelques instants, en quoi le bilan carbone réalisé va-t-il vous servir, Juliette et puis Emmanuel? Du coup, il va nous servir à accompagner et à renforcer notre démarche RSE en impliquant dans la démarche RSE du coup le plan d'action décarbonation avec des réels objectifs chiffrés qui rendent peut-être la démarche un peu plus concrète. Pardon. Et aussi, je dirais dans les instances décisionnelles, maintenant on essaye d'impliquer quand même cette notion d'empreinte carbone, maintenant qu'on a été formé et qu'on sait de quoi on parle et qu'on a les outils, par exemple sur le travail, on essaye en ce moment de travailler sur des recettes un peu plus économiques et un peu plus évolutives. On intègre aussi cette notion, de l'impact carbone de ces recettes dans l'alimentation, à titre d'exemple. Pour l'hôpital de Cholet, le premier objectif de ce bilan carbone, c'était déjà de faire un audit. On l'a fait, on l'a communiqué en interne. Aujourd'hui, on sait que l'hôpital, chaque année, il produit ou consomme du carbone à la hauteur d'une ville de 6500 personnes. Donc déjà, c'était intéressant de le savoir. Et comme Juliette vient de l'indiquer, en plus, on identifie grâce à ce travail d'où les principaux postes émettent ce carbone. Et après, la deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir une stratégie pour réduire cette empreinte carbone qui, il faut être clair entre nous, je pense qu'on est tous dans cette optique-là, va devoir être confronté à des enjeux économiques, de soins, d'organisation, réglementaires, etc. Et donc, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga forcément de notre gouvernance. Par contre, ça fera partie de notre réflexion. Quand on prendra des décisions de réorganisation, de rénovation, de reconstruction, de modification d'achat ou de prescription médicamenteuse, eh ben, cet outil nous permet d'avoir une ligne conductrice en disant on s'est fixé des objectifs de réduire de temps. Quelles actions peuvent être mises en place pour nous permettre d'atteindre notre objectif et d'essayer de respecter plus ou moins la courbe que Laurent a montré au début, qui est une courbe qui n'est pas engageante. Il n'y a pas de sanction si on ne la respecte pas. Par contre, ça nous fixe un cap. Donc, c'est vraiment cette ligne conductrice dans nos choix à venir qui me semble être la première utilité de ce bilan carbone. Merci. Alors, faire un petit coup de pub, pour vous, l'intérêt de candidater au dispositif de décarbonation, on en a entendu parler. Emmanuel, Juliette, Sylvain, si vous voulez réagir, et je pense qu'on pourra terminer quasiment sur cette question-là pour laisser la place aux échanges ensuite, si vous le voulez bien. L'intérêt, c'est que, vous ne payez pas une entreprise. Désolé, je reviens à des considérations bassement financières. Vous économisez vos 25 000 euros. Que vous payez cher en temps de travail, parce que du coup, si vous ne le faites pas par une entreprise, vous le faites vous-même. Donc moi, j'étais avec mon collègue Vincent Debure, qui est responsable de la partie travaux, maintenance, etc. Moi, je suis parti de la partie achat pro, logistique, développement durable. Donc, on s'est motivé, 2 directeurs adjoints. On a commencé, je crois que c'était en février-mars, Laurent, je ne sais plus. Bon, on a commencé en février-mars et je n'ai pas encore déposé le bilan carbone sur la plateforme de l'ADEME. On va le faire cette semaine. Donc, ça vous représente quand même 8-9 mois de travail, pas continu. Mais en globalité, il faut considérer que c'est beaucoup de temps à passer, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une vision très claire. C'est ça le principal intérêt. C'est que vous avez cherché la donnée. C'est pour ça que le fait qu'un directeur y participe pour les structures qui nous écoutent maintenant et qui se demandent peut-être qui elles vont envoyer à ce dispositif de décarbonation, je pense qu'un directeur adjoint a toute sa place dedans. Si vous avez un ingénieur ou des choses comme ça qui sont très impliqués dans ces éléments-là, c'est très pertinent parce qu'il faut trouver la donnée et il faut pouvoir agir rapidement en interne pour pouvoir en faire quelque chose.
Et donc, voilà, je pense que ce dispositif qui nous a beaucoup occupés nous a quand même permis de nous plonger dans ces sujets, des fois de sortir complètement d'évidence qu'on avait. L'électricité, le chauffage, dans un hôpital, c'est pas tant que ça. Ça ne veut pas dire que c'est rien, mais c'est pas tant que ça. Donc, voilà, on peut lever les choses, on peut assez facilement voir des éléments que nous n'aurions jamais vus sans faire cette formation. Et le fait de l'avoir fait soi-même, ça permet de le refaire plus facilement aussi dans le futur pour respecter la réglementation et qui nous impose de le faire tous les 3 ans. Quand on l'a fait soi-même, on est quand même beaucoup plus en capacité de réitérer l'expérience avec nos services sans avoir besoin de recommencer à zéro. Voilà. Merci Emmanuel. Si tu veux compléter, Juliette. Oui, du coup, je vais appuyer les propos d'Emmanuel, déjà sur le fait que c'est un accompagnement gratuit et aussi de qualité qui est très, très formateur sur le sujet. Donc ça permet de devenir autonome, vraiment dans la démarche. Aussi, c'est un accompagnement qui impose un calendrier, du coup, qui impose aussi une certaine rigueur et un investissement et qui, il est aussi conçu de forme à engager l'établissement vraiment de manière institutionnelle. La direction de l'établissement vraiment aussi s'engage à vraiment s'impliquer dans la direction. Donc, ça rend tout de suite la démarche plus sérieuse et ça donne aussi envie d'aller au bout. Et j'insiste aussi sur la disponibilité des accompagnateurs, des formateurs qui ont été très présents tout au long de l'accompagnement. Très chouette, merci. Il y a des freins et difficultés qui ont été évoqués. Vous l'avez évoqué, la notion du temps à y passer. Je pense qu'elle est primordiale, sans couper l'herbe sous le pied. Je pense qu'il y a cet impact-là. Il y a la question de la collecte de données. Il faut savoir que les données qui sont à collecter sont nombreuses. Elles sont disséminées dans votre établissement. C'est aussi bien du kilométrage parcouru, c'est aussi bien de la description des trajets domicile-travail, c'est la description des typologies de repas. Bref, il y a de la donnée à aller chercher, mais vous détenez souvent cette donnée. Par contre, vous ne l'exploitez pas aujourd'hui. Donc, il y a un gros travail et du temps à y passer. Je voudrais juste laisser une dernière slide sur le sentiment qui domine et puis après présenter comment candidater au dispositif pour laisser les échanges ensuite. En tout cas, pour être rapide, c'est un sentiment d'accomplissement, de fierté d'avoir réussi à faire ce travail. Je me souviens quand on a ouvert le fichier Excel pour remplir le bilan carbone, on se dit mais combien de mois je vais passer à faire ça? Et quand on a fini d'analyser les 70 000, 80 000 lignes d'achat réalisées en 2023, bon, l'agneau, il va là, le bœuf, il va là. Au début, on commence comme ça, en disant il va falloir commencer à tout regarder. Ah, les seringues, c'est quoi le bilan carbone d'une seringue? On part à 2-0, et donc quand on a fini cette formation, on est plutôt content de l'avoir fait, et parce qu'il y a quand même, je le répète, beaucoup de travail pour arriver jusqu'au bout. Du coup, j'appuie encore les propos d'Emmanuel. Moi, je dirais une grande satisfaction d'avoir accompli un travail complexe, obligatoire et aussi chronophage et d'avoir monté en compétences. Et du coup, un peu plus personnellement, pour ma part, une envie de dupliquer ce travail sur les autres établissements de la CEP. J'en vois ici. Donc voilà, du moins, ça m'a pas du tout dégoûté de la démarche, bien au contraire. J'espère que ça aura pu donner envie aussi à d'autres personnes. Donc, pour se renseigner, candidater, vous aurez encore une fois ces supports. Comment candidater? C'est très simple en 30 secondes. Il y a besoin d'identifier un binôme stratégique et opérationnel, je le rappelle, obtenir l'accord de votre direction, c'est une évidence. En 5 minutes, vous avez le lien qui vous sera fourni ici. Je vais le mettre dans le chat tout de suite après, avant le 13 décembre. On a aujourd'hui 5 candidatures candidates sur ce dispositif promotion 2025. Il reste 5 places à pourvoir. Et puis, avant la fin janvier, il y aura une contractualisation attendue, une convention tripartite assignée par votre établissement, la MAPES et le prestataire, puisque vous prenez dans les engagements, nous, la MAPES aussi, et le prestataire également, à votre égard,
pour réaliser ce dispositif. En termes de calendrier, on a 2 scénarios possibles en fonction de si on a un nombre suffisant de candidatures là d'ici le 13 décembre. Soit on est sur un scénario de mars 2025 à janvier 2026 ou un autre scénario d'avril 2025 à mars 2026. En tout cas, l'échéance du 13 décembre est bien la date à retenir pour candidater au présent dispositif. Merci. On peut passer à présent à la partie questions-réponses. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. N'hésitez pas s'il y a des questions. En attendant, peut-être vous avez cité à plusieurs reprises la stratégie nationale bas carbone que je n'avais pas citée dans mon introduction, c'était une erreur. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est un des 3 documents qui constituent la stratégie française pour l'énergie et le climat, donc notamment vis-à-vis de ses engagements internationaux. Et il se trouve qu'elle est actuellement en cours de consultation avec la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc dans les supports, vous aurez les liens aussi vers les consultations en cours. On a une main levée, monsieur ou madame Ben Hassan, j'espère que je n'écorche pas le nom. Non, c'est bon. Bonjour à tous et merci pour cette présentation. Au début de votre de l'introduction de l'émission de l'Adréal, vous avez parlé d'aide. Alors, est-ce que une fois que le plan d'action il est établi, l'accompagnement permet d'identifier quelles sont les actions aidées pour les prioriser et s'il y a aide, les actions sont aidées à quel niveau? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, surtout quand on veut mener des actions qui coûtent financièrement. Merci. Monsieur Bissien, je vous laisse peut-être commencer la réponse, on pourra éventuellement compléter. Aujourd'hui, sur la partie aide, la première aide qu'on trouve, elle est au sein de ce que nous avons essayé d'apporter, en tout cas pour ne pas laisser sec les établissements une fois qu'ils ont leur plan de transition entre les mains. C'est l'aide au chiffrage. Donc ça, c'est fait dans le cadre de l'accompagnement, je le rappelle, l'aide au chiffrage des émissions de gaz à effet de serre. Ce que ne fait pas aujourd'hui l'accompagnement, le dispositif qu'on vient de vous présenter, c'est le chiffrage en K euros ou le chiffrage en temps homme que représente chacune des actions. C'est bien l'identification par l'établissement du poids budgétaire et du poids homme qui est imputé à l'établissement à ce stade. Et pour autant, je vous ai indiqué qu'il y a 18 structures qui ont bénéficié de ce dispositif. Donc la réponse que nous apportons, nous, côté MAPES, c'est un partage entre pairs des pratiques menées par les établissements sur les plans d'action qu'ils ont rédigés. Et donc, résoudre des problématiques en collectif, c'est la réponse que nous apportons, même si on n'apporte pas, nous, d'aide financière à la mise en œuvre budgétaire. Par contre, l'éclairage du plan d'action chiffré, et c'est vraiment une commande, j'ai omis de le dire, mais le dispositif est financé par la RSP de la Loire. Il y a une commande aussi claire de la part de la RSP de la Loire, c'est de dire les actions de décarbonation ont un coût, ces coûts, comment vont-ils être instruits dans le cadre, et je l'ai placé en préambule, des programmes pluriannuels d'investissement. Il y a forcément un lien qui est à inscrire dans vos PPI, dans vos projections budgétaires, lesquelles, et ça c'est le coup près des financeurs, des tutelles, qui permettront d'être éclairés sur le financement ou pas de telle ou telle action. Moi, je vous invite vraiment à faire ce lien entre vos plans de transition et vos programmes pluriannuels d'investissement, et puis d'aller voir le financeur sur le sujet, le financeur premier de vos projets. Quand je dis d'investissement, hein, c'est le courant, c'est l'exploitation, mais aussi les projets plus long-termistes. Et pour compléter, effectivement, je rejoins complètement par rapport au programme pluriannuel d'investissement. Pour compléter, que vous pourrez déclencher après avoir fait votre BGES est quand même assez large, et les dispositifs de financement ou d'aide peuvent être aussi assez larges et variés. Je pense notamment à l'ADEME, à la Banque des Territoires. Donc il y a un certain nombre de sites internet qui regroupent l'ensemble des aides, mais c'est aussi des d'économie d'énergie qui peuvent vous aider à financer un certain nombre d'actions. Après, on ne peut pas détailler, mais ça peut être, effectivement, il y a les actions sur le bâtiment, il y a les actions sur les trajets domicile-travail de vos agents. Enfin, il y a vraiment plein
plein d'actions qui peuvent être très différentes les unes des autres. Après, juste pour ajouter, il y a aussi des actions qui ne coûtent rien. Ça existe aussi. Il y a des actions qui ne coûtent rien et je rebondis sur le dispositif que je ne présente pas là, mais sur le dispositif efficacité et transition énergétique de la MAPES. Bien sûr, 20% des économies d'énergie sont des questions de sensibilisation. Et là, en effet, on n'est pas sur du coup en cas euro, on est sur des messages pédagogiques à multidiffuser. Et je prends l'exemple du dispositif ETE d'un passage d'une chaudière fuel à une chaudière bois ou à un réseau de chaleur urbain. On a un impact qui est aujourd'hui financé par le dispositif ETE de la MAPES, puisque derrière, là, il y a eu des captations de financement auprès des collectivités, enfin la Fédération nationale des concessions concédantes et régies, auprès de la DGOS, auprès de la CNSA, auprès de la RSP de la Loire, auprès des conseils départementaux, faut-il le rappeler, qui permet à vos établissements d'aller uniquement sur le spectre énergétique, d'aller sur une transformation de votre mix énergétique et qui va permettre à la fois de décarboner et à moindre coût. Mais je rejoins la question de Tahar, il n'y aura pas des financements sur tout. Par contre, charge à la MAPES et les partenaires que Marion Richard a commencé à préciter, d'aller identifier ceux qui pourront faire levier sur vos plans de transition. Il y a une question de la part de l'association ECO. Si le BGS est en cours de finalisation, y a-t-il un accompagnement possible pour l'élaboration du plan de transition uniquement? Alors, je laisserai aussi l'Adréal répondre s'il y a une aide sur le sujet. En tout cas, sur le côté dispositif MAPES, il faut avoir suivi l'ensemble de la méthodologie depuis le départ pour prétendre à la rédaction du plan de transition. Mais par contre, je vous invite à revenir vers moi spécifiquement pour ce genre de demande pour voir comment l'étudier à l'adresse qui est indiquée dans le chat. Oui, on n'a pas forcément de complément à apporter sur ce point-là. Je pense que la question était effectivement sur l'accompagnement spécifique MAPES. de la MAPES. Nous, côté de Réal, on n'a pas vocation à accompagner. On fait des actions de sensibilisation, d'accompagnement global, mais on n'accompagne pas dans le détail chaque établissement. Peut-être une réponse commune de Réal MAPES, je vois l'heure, il est 15h01 pour terminer de notre côté, c'est la constitution du réseau. Je pense qu'il y a cette importance de voir que les institutions ont besoin, quand je dis les institutions, c'est aussi bien l'Adréal que l'ADEME, que les collectivités, de considérer le besoin des établissements sanitaires et médico-sociaux sur l'appui et la force de ce réseau, puisqu'il y a des aides, il y en a, mais en fait, nous ne savons pas, nous, établissements sanitaires et médico-sociaux, très bien comment aller capter ces aides. Et là, il y a un intérêt à promouvoir en tout cas les aides existantes telles que vous avez commencé à les faire, Marion. Et nous, notre rôle côté MAPES, c'est de renforcer la communication sur ces aides et puis concrètement, opérationnellement, comment vous épauler sur la mise en œuvre de ces plans de transition. Je vous laisse conclure côté de Réal. Oui, merci. Donc, on voulait vous rappeler quelques messages clés en conclusion, mais qui ont déjà largement été présentés. C'était rappeler que les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été dit, c'est une obligation réglementaire, d'accord, mais ça représente en fait finalement des intérêts qui sont nombreux pour les établissements et qui permettent d'enclencher finalement l'action vers la réduction de l'empreinte carbone de l'établissement. Et cette réduction de l'empreinte carbone permet de réduire les émissions, mais souvent aussi de faire des économies, y compris budgétaires. Deuxième grand message, le dispositif d'accompagnement de la MAPES, qui était l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ça reste pour nous une opportunité qui est intéressante à saisir. Donc, comme ça a été évoqué, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à candidater. Et enfin, rappeler qu'effectivement, on a aussi un certain nombre de méthodes qui sont des méthodes réglementaires qui nécessitent d'être portées au plus haut niveau au sein de l'établissement, puisqu'il y a aussi des choix stratégiques qui seront à mettre en œuvre dans le cadre du plan de transition. Et donc, n'hésitez pas à consulter les conseils méthodologiques, que vous soyez accompagné par la MAPES ou pas, qui vous permettront d'élaborer de la bonne manière tout de suite les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, de manière à être conforme à cette méthodologie.
Donc surtout, n'hésitez pas en cas de questions. Albin Perroni qui a fait la présentation et Anita Robin-Truffet qu'on n'a pas présenté, que je peut-être si tu peux faire juste coucou à la caméra pour présenter donc qui sont vos contacts privilégiés. Pierre Léco qui nous accompagne aussi pour 2 mois en fin d'année. Oui, donc Anita a allumé son micro, mais ça fait un peu de... donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse mail qui permet d'avoir un contact mail sur laquelle on pourra répondre à l'ensemble de vos questions relatives au BGS. Et je finirai par un très grand merci à la MAPES d'avoir bien voulu organiser ce webinaire avec nous. C'est aussi une première étape vers l'interconnaissance entre les différentes personnes qui sont chargées de réaliser justement ces bilans d'émissions de gaz à effet de serre au sein des établissements. Donc, n'hésitez pas à noter les contacts des personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est aussi pour vous un réseau de pairs qui permet d'échanger et de profiter des expériences des uns et des autres. Je ne sais pas si vous voulez dire aussi quelques mots côté MAPES. C'est en 5 lettres, MERCI. Et merci à vous pour l'organisation aussi. Et merci aux établissements qui étaient présents. Et j'attends vos candidatures. Je suis déjà en train de regarder si elles affluent. Pour l'instant, je dois avoir un problème de connexion, je pense. Ça va arriver, Laurent. Très bonne journée à toutes et tous. Merci. Ouais, j'encourage vraiment tous les établissements à le faire. C'est une démarche extrêmement importante. Ouais. Merci, Emmanuel. Allez, bonne journée. Merci Emmanuel, merci Juliette, merci Sylvain. Merci pour le témoignage aussi. Super, merci, mais un grand merci pour les témoins qui ont accepté de présenter leur expérience. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Sylvain. Au revoir.